différents types de modifications post-traductionnelles de ce peptide ou d'autres d'ailleurs ont été décrites dans des états pathologiques, notamment chez les fumeurs ou dans la mucoviscidose, qui auront un impact sur l'activité microbicide de ce peptide en particulier et d'autres peptides antimicrobiens. On passe maintenant à l'immunité naturelle au sens plus strict du terme. Et la première chose que je voudrais vous rappeler à ce sujet, c'est que l'immunité naturelle, toutes les cellules de notre organisme en sont dotées. Ce sont des mécanismes ancestraux qui permettent de reconnaître les pathogènes et qui, en réponse à cette reconnaissance, vont déclencher toute une sorte de mécanismes. Donc la perception du pathogène est quelque chose de tout à fait distribué dans l'ensemble de nos cellules. Évidemment, suite à cette reconnaissance initiale, différents signaux vont être émis permettant le recrutement local de cellules de défense beaucoup plus spécialisées que vous connaissez déjà, qui sont des cellules phagocytaires telles que les cellules dendritiques, les polynucléaires, neutrophiles, etc. Et ultérieurement, évidemment, certaines cellules qui sont recrutées telles que les cellules dendritiques où les macrophages vont participer à l'élaboration de la réponse adaptative secondaire. Alors un concept très important sur lequel je reviens souvent dans les examens notamment, c'est ce concept de PAMP qu'on a abordé dans le cours d'introduction, que je distingue de celui d'antigène, puisqu'il s'agit ici de structures que l'on ne trouve que sur des germes pathogènes. En principe, il y a toujours des exceptions, à la différence des antigènes, qui sont des structures qui n'ont pas, je dirais, de connotation particulière. On peut trouver des antigènes du soi, des antigènes sur des choses tout à fait inoffensives. Ici, on parle de structures que l'on ne rencontre a priori que sur des microbes qui sont dangereux pour nous. Donc par définition, ce sont des structures moléculaires qu'on ne trouve en principe pas chez nous-mêmes, sur nos cellules, et qui sont communes à de grands groupes de pathogènes. Comme les récepteurs à ces PAMP sont codés dans le génome, on ne peut évidemment pas se permettre d'en avoir des milliers, on en a quelques centaines peut-être, mais donc il faut une certaine économie de moyens et faire en sorte que un PAMP donné soit présent sur de nombreuses espèces microbiennes. Ce qui est important aussi pour être un bon PAMP, c'est une certaine stabilité, puisque, encore une fois, les récepteurs qui les reconnaissent sont relativement fixes, ils sont codés dans notre génome, on ne peut pas se permettre des mutations qui viendraient compromettre la reconnaissance des PAMP. Alors voici des exemples de PAMP. On va détailler dans quelques instants le lipopolysaccharide ou endotoxine des bactéries à gram négatif, mais il y en a d'autres. Il y a le peptidoglycan, la flagelline, certains acides nucléiques qui ont des caractéristiques propres quand on les trouve dans les micro-organismes, du RNA double brin, vous savez qu'il n'y a pas ça dans nos cellules. Notre DNA est très méthylé, le DNA des bactéries est peu méthylé, donc tout cela peut être reconnu comme des signatures moléculaires de pathogènes par ces récepteurs de l'immunité naturelle. Alors, quelle est la fonction de ces récepteurs? Bon, ceci est tout à fait, je dirais, schématique. Ce n'est pas une classification qui existe telle quelle dans les livres. La fonction la plus importante, c'est par celle-là que j'ai commencé. C'est une fonction d'alarme, c'est-à-dire que c'est comme ça que toute cellule va repérer la présence d'un micro-organisme, soit dans le milieu extracellulaire, soit dans son propre cytoplasme, et en réponse à cette reconnaissance, va déclencher toute une série de signaux d'alerte, y compris dans le recrutement de cellules plus spécialisées de défense. Dans certains cas, ces récepteurs pour les PAMP se trouvent sur la membrane de cellules phagocytaires et vont jouer un rôle actif dans la phagocytose. C'est par ce récepteur que le microbe est accroché et c'est grâce à ce récepteur que le microbe va être internalisé par phagocytose, ce que j'appelle ici par effecteur membranaire.
On trouve aussi des récepteurs pour PAMP sous forme soluble, qui vont jouer un rôle en accrochant les pathogènes via leur PAMP et en facilitant ainsi leur neutralisation ou leur élimination. Dans les premières diapositives de ce cours, je vous ai parlé des protéines du surfactant, par exemple. Eh bien, les protéines du surfactant sont des récepteurs au PAMP solubles qui vont aller s'accrocher sur des pathogènes et faciliter soit la phagocytose, soit leur élimination. Alors voici la première famille de ces récepteurs au PAMP qui a été décrite. Euh, Très rapidement, c'est une famille de récepteurs qu'on connaissait chez les insectes. Et M. Jules Hoffman, dont vous avez la photo en diapositive 17, s'intéressait à ces récepteurs chez les papillons notamment, chez les drosophiles. Et puis on s'est assez rapidement rendu compte que cette famille de récepteurs était également présente chez les mammifères et chez l'homme en particulier. Et parmi cette famille de récepteurs, l'un d'eux appelé TLR4, Toll récepteur 4, est le récepteur qui permet de reconnaître le lipopolysaccharide des bactéries à gram négatif, dont vous avez ici la structure qui vous est bien évidemment rappelée dans votre cours de microbiologie. Donc c'est un PAMP très important, bien évidemment, puisque quand une bactérie à gram négatif pénètre dans notre organisme, dans nos tissus, dans notre sang, il en résulte des manifestations extrêmement sévères. Il y a un concept extrêmement important sur lequel j'attire votre attention, c'est la notion de choc septique. Puisqu'en fait le choc septique résulte bien évidemment du passage dans le sang d'une bactérie, en l'occurrence ici une bactérie à gram négatif, mais le choc septique résulte avant tout d'une réponse catastrophique, je dirais, de l'immunité naturelle, et c'est elle qui va contribuer à tuer le patient. Bien évidemment, la pénétration de bactéries dans le sang en soi est quelque chose qui pourra tuer le patient, mais ce phénomène très particulier appelé choc septique et que vous verrez dans vos cours d'homéostasie notamment, est quelque chose qui est intimement lié plus à la réponse de l'immunité naturelle qu'au micro-organisme lui-même. Alors, sont reprises ici en diapositive 19 les expériences qui ont permis de comprendre le rôle de TLR4 dans la reconnaissance de l'endotoxine et dans la survenue du choc septique. On est ici dans un modèle de souris et fondamentalement, on peut voir que des souris chez lesquelles le gène de TLR4 a été invalidé, TLR4-, ne vont pas produire de cytokines de l'inflammation. Nous reviendrons sur ces cytokines de l'inflammation dans les derniers cours, notamment le TNF-alpha, en réponse à une bactériémie, donc la présence de bactéries gram négatives dans leur sang. Et de même, si vous analysez la survie des cellules dont le sang est envahi par des bactéries à gram négatif, eh bien vous voyez que, a priori paradoxalement, les souris qui sont invalidées pour ce gène de TLR4 vont survivre plus longtemps que les autres. Elles finiront très probablement par mourir d'autre chose, mais ce phénomène précoce et spectaculaire appelé choc septique, dont encore une fois on vous expliquera les mécanismes dans le cours d'homéostasie, ça se traduit notamment par une vasoplégie et une perte des résistances périphériques avec une chute de la pression artérielle et une hypoperfusion notamment du cerveau, des reins, etc. Ces phénomènes extrêmement précoces sont plus liés à la réponse immunitaire naturelle qu'au pathogène lui-même. Alors, bien évidemment, comme toujours, en épistémologie, ce sont les choses les plus spectaculaires qui font l'objet des études. Il ne faut évidemment pas croire que les récepteurs de la famille Toll n'interviennent que dans des phénomènes comme celui-ci.
nos récepteurs TOL agissent en permanence, je dirais, en tâche de fond, en contribuant à repousser les micro-organismes, à les laisser au niveau des épithéliums et à induire une réponse de défense dès qu'un micro-organisme se faufile dans nos tissus. Ça, c'est la façon, je dirais, normale, saine, dans laquelle ces récepteurs TOL fonctionnent. Les modèles de choc septique, comme celui que vous avez sur cette diapositive, sont des phénomènes tout à fait exceptionnels et catastrophiques, mais qui arrivent malheureusement. Alors vous avez ici toute la complexité évidemment des systèmes de signalisation qui suivent la fixation du lipopolysaccharide sur le TOL récepteur de type 4 avec des molécules comme MYD88, IRAC, etc. qui interviennent dans la transduction du signal pour aboutir à la synthèse de protéines via un facteur transcriptionnel qui est fondamental et dont on vous parlera dans beaucoup de cours, qui est NF-κB, qui est réellement une famille de facteurs transcriptionnels de l'inflammation et qui vont aboutir à la production de toute une série de substances intervenant dans cette réponse inflammatoire. Le yin, le yang qui vous illustre bien cette dualité des réponses de l'immunité naturelle qui peut nous protéger en permanence, sans laquelle on ne peut évidemment pas vivre, mais qui, quand elle donne une réponse importante, exagérée, peut nous tuer. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une famille de récepteurs et non pas d'un seul récepteur. Et en effet, vous avez ici toute une série de PAMP dont j'ai parlé dans les diapositives précédentes avec les récepteurs qui leur correspondent. Vous voyez, il y a à la fois des substances qui vont surtout être présentes au niveau extracellulaire, comme le lipopolysaccharide ou la flagelline, mais vous avez également des acides nucléiques de micro-organismes qui infectent les cellules et qui sont détectés en intracytoplasmique par des toll-like récepteurs intracytoplasmiques. Il y a d'autres familles de récepteurs au PAMP que la famille des TLR. Il y a notamment une vaste famille appelée la famille NOD. Cette famille est une famille de récepteurs essentiellement intracytoplasmiques et qui vont permettre des signaux de type divers, comme notamment la production d'une cytokine très importante de l'inflammation qu'on appelle l'interleukine 1 bêta. C'est une des principales cytokines de l'inflammation qui intervient notamment dans la fièvre. Et bien cette production d'interleukine 1 bêta est notamment sous le contrôle de PRR de la famille NOD. Nous reviendrons également là-dessus, notamment dans les cours d'immunopathologie. Vous avez ici une structure complexe appelée inflammasome, où vous avez la reconnaissance des pathogènes par ces structures que vous avez ici dans les petits rectangles de couleurs diverses qui sont des récepteurs de la famille NOD. Et tout ça est couplé à l'activation d'une enzyme qu'on appelle la caspase 1, qui va permettre le processing d'un précurseur d'interleukine 1 bêta en interleukine 1 bêta sécrété. Encore une fois, l'interleukine 1 bêta est un produit inflammatoire d'une extrême importance. J'attire d'emblée votre attention sur la nécessité de pouvoir citer ces trois cytokines clés dans l'inflammation. On a déjà cité le TNF-alpha. Voici maintenant l'interleukine 1 bêta. On dira quelques mots plus loin de l'interleukine 6. Ce sont vraiment des cytokines fondamentales que vous devez connaître parce que dans toutes les maladies inflammatoires ou auto-immunes, des médicaments dirigés contre ces cytokines sont activement développés. Quelques mots sur les phagocytes, les cellules phagocytaires. Là aussi, ce sont des choses qui sont largement abordées dans d'autres cours. Donc dans ce résumé, j'ai supprimé une partie des diapositives concernant la différenciation de ces cellules à partir des différents types de précurseurs. Je vous donnerai juste quelques grands repères concernant ces phagocytes et des choses qui me paraissent importantes.
Alors, une famille évidemment de cellules phagocytaires, ce sont les polynucléaires. Vous savez, vous le verrez dans vos cours, que ces cellules ont en fait un seul noyau, mais comme il est polylobé, il donne un aspect de plusieurs noyaux sur des coupes histologiques. Si on est au niveau... Ce sont des cellules qui ont une durée de vie de l'ordre de 24 heures maximum, hein. Et donc c'est ce qui explique que notamment en cas de chimiothérapie qui va arrêter la production de ces polynucléaires, ce sont les premières cellules qui vont disparaître du sang avec des conséquences dramatiques que vous pouvez imaginer. Alors, que va-t-on trouver dans ces polynucléaires neutrophiles? Toute une série de granules. Et dans ces granules, eh bien, on va retrouver des substances dont j'ai déjà parlé dans la dans l'introduction de ce cours consacré aux défenses de barrières. Enfin, pas de toutes, hein, mais certaines ont été évoquées. Vous vous souvenez que j'ai parlé du lysozyme, qui est une enzyme très présente, notamment dans les sécrétions nasales, qui va jouer un rôle de destruction de certains pathogènes, mais qui va également faciliter leur phagocytose. Je vous ai parlé de substances qui vont en quelque sorte priver le pathogène de facteurs de croissance essentiels pour ce dernier, comme la lactoferrine. Eh bien, on va trouver toutes ces substances à l'intérieur du polynucléaire où il va contribuer soit à la destruction des pathogènes phagocytés, soit via une exocytose à procurer localement toutes ces substances antimicrobiennes qui sont fondamentales. Alors on va trouver d'autres types d'enzymes comme la peroxydase sur laquelle je vais venir dans quelques minutes. Donc je répète, les polynucléaires, il y en a plusieurs types, hein, mais les plus importants, ce sont les polynucléaires neutrophiles. On ne peut pas vivre sans polynucléaires neutrophiles. C'est un message d'alerte quand on voit sur les résultats d'une prise de sang que le nombre de neutrophiles descend trop bas. C'est un message d'alerte qui doit être envoyé aux cliniciens. Alors que si vous avez des polynucléaires éosinophiles à 0 ou basophiles à 0, ça n'émeut en général personne. On peut considérer que les polynucléaires neutrophiles font clairement partie de la première ligne de défense qui agit en permanence pour empêcher le passage dans les tissus de bactéries présentes au niveau de l'intestin, au niveau de la bouche, au niveau des voies respiratoires, etc. Et dès que les polynucléaires sont déficients, eh bien, c'est à partir de ces sites-là que les problèmes vont survenir. Les polynucléaires arrivent plus vite dans les tissus que les macrophages et ils sont également plus efficaces que les macrophages dans la destruction des bactéries intracellulaires. Alors il y a deux autres types de polynucléaires autres que les neutrophiles, j'entends, qui sont les polynucléaires éosinophiles et basophiles. Et je dirais que fonctionnellement, bien que ce soit des cellules qui ont une morphologie et une répartition très différentes, mais fonctionnellement, les mastocytes ont des propriétés qui évoquent souvent celles des basophiles. On en reparlera notamment dans les cours consacrés à l'allergie, puisque ce sont deux acteurs des phénomènes allergiques. Alors ces cellules, qu'il s'agisse des éosinophiles, des basophiles ou des mastocytes, sont également bourrées de médiateurs importants dans l'inflammation et interviennent dans de nombreux phénomènes à la fois protecteurs, mais on les connaît surtout pour leur intervention dans les phénomènes allergiques. Le polynucléaire éosinophile, en voilà la représentation. Alors, là aussi, de façon extrêmement résumée, mis à part le rôle de l'éosinophile dans l'allergie, encore une fois, on y reviendra l'année prochaine, les polynucléaires éosinophiles jouent un rôle protecteur, notamment contre certains types de parasites. Et dans les granules en question, dans les granules éosinophiles, en termes de défense, un rôle dans la défense contre les parasites.
et pas n'importe quel parasite, surtout des helminthes, donc surtout des vers, notamment des vers qui donnent des infections profondes. On ne parle pas ici de ténia, hein, mais de vers qui donnent des infections profondes, comme dans la bilharziose, comme dans les infections à trichinelle, etc. Euh, on y reviendra. Donc vous avez ici tous les médiateurs qui sont libérés par les éosinophiles. Certains jouent un rôle dans cette réponse antiparasitaire, d'autres de façon plus générale dans les phénomènes inflammatoires et allergiques que l'on verra par la suite. Les basophiles et les mastocytes sur la diapositive qui suivent sont des acteurs fondamentaux des phénomènes allergiques, notamment par leur libération d'histamine, de leucotriène, etc. et seront abordés avec beaucoup plus de détails dans les maladies allergiques dans le cours d'immunopathologie. Donc nous passons maintenant à quelques grands rappels concernant les monocytes et les macrophages. Donc il s'agit de la même lignée sanguine, il s'agit de la même lignée de cellules qui portent le nom de monocytes quand on la trouve au niveau du sang, et quand elle va se différencier dans les tissus, on va lui donner le nom de macrophage. Selon le tissu qui est considéré, ces macrophages vont prendre des morphologies différentes et des fonctions en partie différentes et recevront des noms différents: les ostéoclastes de l'os, les cellules microgliales du cerveau, les macrophages alvéolaires, etc. Il est important de se rappeler que ces cellules néanmoins dérivent de précurseurs communs et possèdent donc des propriétés communes, des réactivités communes à certains processus physiologiques ou physiopathologiques, euh, notamment les récepteurs qui permettent au VIH d'entrer dans les cellules se trouvent au niveau des macrophages, et toutes les cellules que vous trouvez là-bas sont susceptibles à l'infection par le VIH, avec des conséquences dans les différents organes considérés. Les macrophages peuvent prendre une différenciation différente en fonction du tissu au sein desquels ils se trouvent. Il y a aussi une autre façon de diviser, je dirais, les macrophages, est en fonction d'une action plutôt pro-inflammatoire ou plutôt anti-inflammatoire. Et c'est ce qui a été appelé les macrophages M1 étant les pro-inflammatoires, avec une production de cytokines inflammatoires dont nous avons déjà parlé dans les dias précédentes, comme le TNF-alpha et l'interleukine 1 bêta, mais des macrophages à fonction anti-inflammatoire, favorisant la résolution des phénomènes, la cicatrisation, etc., ont été décrits et appelés macrophages de type M2. Je pense que dans le cours de Madame Jacobs consacré à l'immunologie des tumeurs, on vous explique que ces macrophages M2 jouent parfois un rôle protecteur des tumeurs en inhibant justement les réponses inflammatoires à leur égard. C'est ce qui est expliqué d'ailleurs sur la diapositive qui suit. Un mot sur les cellules dendritiques. Donc vous avez ici, à partir d'un précurseur myéloïde, la différenciation en cellules dendritiques qu'on trouve au niveau du sang et au niveau des tissus. Néanmoins, on a plus récemment découvert que d'autres types de cellules dendritiques existaient, avec un précurseur cette fois-ci non pas myéloïde mais lymphoïde. Et ces cellules dendritiques qui morphologiquement ressemblent très fort aux premières jouent notamment un rôle important dans la défense antivirale par la production d'interférons alpha notamment. Nous y reviendrons. Elles jouent également un rôle dans certaines maladies auto-immunes, notamment comme le lupus érythémateux disséminé, dont nous reparlerons dans le cours d'immunopathologie. Là aussi, les cellules dendritiques vont prendre des morphologies différentes selon les organes dans lesquels on va les trouver.
Ce qui est important de bien comprendre, c'est cette fonction très particulière des cellules dendritiques, qui est d'une part de capturer toute une série de micro-organismes ou de débris de micro-organismes ou de débris de cellules en fonction des PAMP qu'elles expriment et des récepteurs correspondant à la surface des cellules dendritiques. Mais une fois ces structures phagocytées, les présenter à l'immunité adaptative, et en l'occurrence aux lymphocytes T, pour qu'une réponse immunitaire adaptative puisse se mettre en place. Et donc, ces deux types de fonctions, donc d'une part la capture des PAMP et d'autre part le recyclage, pourrait-on dire, sous la forme d'antigènes présentés à l'immunité adaptative, se passent dans deux sites différents. La capture des PAMP en elle-même va se produire au niveau des tissus, alors que la présentation aux lymphocytes T va plutôt se produire au sein des organes lymphoïdes secondaires, comme on l'a vu dans les cours précédents. Alors, on a coutume, c'est un petit peu arbitraire évidemment, mais on a coutume d'appeler cellules dendritiques immatures celles qui n'ont pas encore acquis cette propriété de présenter les antigènes aux lymphocytes T et qui sont douées seulement dans la capacité de phagocyter les micro-organismes et les débris qu'elles peuvent trouver au sein des tissus, alors qu'on considère comme une cellule dendritique mature celle qui est capable de faire cette activation des lymphocytes T. C'est ce qui est représenté sur ce tableau avec les localisations qui sont différentes. Comme on l'a vu dans le cours d'introduction, la présentation des antigènes aux lymphocytes T exige l'utilisation de molécules spécialisées dans la présentation qu'on appelle les molécules du MHC ou CMH en anglais. La DC immature possède très peu de CMH à sa surface. Elle les possède essentiellement au niveau intracellulaire, alors que la DC mature va massivement exprimer ces molécules de CMH2 au niveau de sa surface. Par ailleurs, ces molécules dites de costimulation et qui jouent un grand rôle dans l'activation des lymphocytes T seront très logiquement trouvées surtout au niveau des cellules dendritiques matures. Alors nous avons très brièvement discuté de trois grands types de cellules phagocytaires capables de phagocytose, que sont les polynucléaires neutrophiles, les macrophages et les cellules dendritiques. Bien évidemment, ces cellules possèdent des propriétés communes, comme par exemple le fait d'exercer leur phagocytose grâce au même type de récepteurs, plus ou moins. Tout le déroulement de la phagocytose a également des similitudes. Là où il y a des différences, c'est dans la capacité à utiliser les produits de cette phagocytose pour activer les cellules de l'immunité adaptative, en l'occurrence les lymphocytes T. Retenez que les polynucléaires neutrophiles ne possèdent pas cette propriété. Pour faire simple, ils ont une durée de vie tellement courte qu'il est impossible de concevoir qu'ils puissent à la fois phagocyter puis migrer dans les organes lymphoïdes et activer les lymphocytes T. Donc les polynucléaires neutrophiles ne sont pas des cellules présentatrices d'antigènes. Par contre, les macrophages et les cellules dendritiques sont également des cellules présentatrices d'antigènes qui expriment des molécules CMH de classe 2. On considère que les cellules dendritiques sont plus efficaces, plus spécialisées dans la présentation des antigènes aux lymphocytes T que ne le sont les macrophages qui nécessitent une activation plus importante. Alors justement, on vient de parler des récepteurs qu'on va trouver sur les cellules phagocytaires. Il y a trois grands types de récepteurs. Il y a des récepteurs pour les produits microbiens qui vont surtout déclencher toute une série de signaux d'alerte. Souvenez-vous, on a vu ça en début du cours, avec notamment le lipopolysaccharide, dont une fois qu'il est fixé sur le TLR4, va déclencher la transcription du gène de TNF-alpha et d'autres produits de l'inflammation. Mais vous avez également des récepteurs qui vont reconnaître des produits microbiens là aussi, mais en modifiant le trafic cellulaire. Donc ce sont des récepteurs qui vont
permettre le chimiotactisme, hein. Je vous ai dit dans tout début de cours que quand les cellules d'un épithélium, par exemple, percevaient la présence d'un pathogène, elles allaient émettre des signaux permettant de recruter sur place des cellules spécialisées. Eh bien, voilà un exemple de chimiotactisme. Et donc, il peut s'agir soit en effet de molécules produites par notre système immunitaire qui vont jouer un rôle dans ce chimiotactisme, soit de molécules provenant du pathogène lui-même. Et le troisième type de récepteur qu'il est fondamental de retenir, c'est vraiment quelque chose de très important, ce sont des récepteurs pour des produits de notre système immunitaire, mais qui, une fois accrochés aux micro-organismes, vont faciliter leur phagocytose. On en a vu brièvement un exemple, je vous ai parlé des protéines du surfactant par exemple, qui sont capables de se lier au PAMP, eh bien elles vont faciliter la phagocytose. Nous allons voir brièvement un exemple de chacun de ces types de récepteurs des phagocytes. Tout d'abord des récepteurs de la famille dite C-lectine. Les lectines, comme on le verra dans le cours sur le complément, parce que le système du complément utilise ce type de protéines. Les lectines, ce sont des protéines capables de se fixer avec une certaine sélectivité à des sucres, notamment des sucres qui sont structurés de telle façon qu'on ne les trouve que dans des pathogènes. Et donc ces récepteurs de la famille sélectine sont clairement des PRR et vont intervenir directement dans la phagocytose de nombreux pathogènes. Alors il y en a toute une série qui ont des structures relativement voisines et qui vont intervenir dans la phagocytose de pathogènes divers, avec des spécialisations pour certains vis-à-vis des champignons, vis-à-vis de certains types de bactéries, etc. Et selon le membre de la famille considéré, on le trouvera plutôt au niveau des macrophages ou bien également distribué sur les polynucléaires neutrophiles, etc. Ce sont des détails. Concernant les récepteurs impliqués dans le chimiotactisme, en voilà un qui est très important. C'est un récepteur pour certains peptides qui proviennent des bactéries. Et donc, ce sont des tripeptides qui sont dits formylés. Et la croissance bactérienne va être associée à la libération de ces peptides. Compte tenu de leur toute petite taille, ils vont diffuser avec une grande aisance dans le corps entier, avec un gradient de concentration qui permettra l'orientation des cellules phagocytaires vers le site d'où le peptide en question a été libéré. Et pour l'anecdote, le récepteur qui reconnaît ces peptides à la surface des phagocytes, ce sont des récepteurs qui ont une structure chimique très proche des récepteurs olfactifs que nous avons au niveau du nez, où là aussi des substances hautement diffusibles sont responsables de la perception des odeurs. Alors à côté de ce récepteur pour ce produit microbien, d'autres récepteurs jouent également un grand rôle dans le trafic des cellules phagocytaires, et je vous demande certainement de retenir à ce stade le récepteur pour une substance appelée C5A. C5A, on le verra dans le cours prochain sur le complément, c'est un sous-produit de l'activation de ce système moléculaire qu'est le complément et qui joue un rôle extrêmement important dans le recrutement local des cellules inflammatoires. Des médicaments dirigés contre le C5A ont été développés pour limiter certains processus inflammatoires qui pourraient être délétères. Nous verrons aussi dans les derniers cours consacrés aux cytokines une famille de cytokines appelées chimiokines qui sont des produits du système immunitaire, des protéines dont le rôle est spécifiquement la régulation de ce trafic cellulaire vers les tissus, vers les organes lymphoïdes, avec une sélectivité en fonction à la fois des cellules qui sont attirées et des sites qu'elles vont atteindre.
Le troisième type de récepteur, donc je rappelle, on a vu des récepteurs qui interviennent directement dans la phagocytose, avec notamment ces récepteurs de la famille C-lectine. On a vu ces récepteurs impliqués dans le chimiotactisme. Et le troisième type de récepteur, ce sont des récepteurs qui vont intervenir également dans la phagocytose, mais en reconnaissant non pas le pathogène lui-même ou ses PAMP, mais en reconnaissant des produits du système immunitaire qui se seraient fixés préalablement au pathogène en question. Et donc, ce processus dans lequel une substance produite par le système immunitaire facilite la phagocytose porte un nom que je vous demande de retenir, c'est important, c'est l'opsonisation. Il y a il y en a plusieurs, mais il y a deux grands types d'opsonines. Donc les opsonines, ce sont les substances qui permettent l'opsonisation. Il y a deux grands types d'opsonines qui appartiennent, qui sont d'une part les immunoglobulines, pas n'importe lesquelles, mais on le verra en détail, et également certains produits du complément. Maintenant, il y en a d'autres. On a vu les protéines du surfactant, certaines collectines peuvent également jouer ce rôle d'opsonine, mais les plus importants, et encore une fois j'insiste là-dessus, ce sont certaines immunoglobulines, notamment les IgG, et certains facteurs du complément, en l'occurrence le C3b. Alors voici la représentation classique d'une immunoglobuline avec une partie variable qui va lier les antigènes et une partie dite constante qui, elle, va exercer différents types de fonctions une fois le pathogène accroché, et notamment au niveau des cellules phagocytaires, la facilitation de la phagocytose via un récepteur adéquat pour cette partie FC. Donc on appellera récepteur FC gamma R, gamma parce qu'il s'agit le plus souvent d'IgG qui vont jouer un rôle, et ces récepteurs joueront un rôle important dans ce phénomène de phagocytose aidé par l'opsonisation. Alors, on trouve d'autres types de récepteurs pour d'autres classes d'immunoglobulines, notamment des récepteurs pour les IgE, mais qui interviennent plutôt dans des phénomènes d'exocytose, je vais en parler dans un instant, que dans des phénomènes de phagocytose. Et donc faites un peu de grec, le récepteur pour les IgG c'est gamma, donc c'est FC gamma R. Le récepteur pour les IgE c'est epsilon, donc FC epsilon R. Alors je vous ai dit qu'il y avait une deuxième opsonine fondamentale que vous devez retenir, ce sont des sous-produits de l'activation du complément, et dont notamment des sous-produits du clivage de C3 en C3A plus C3B. Donc C3B est une opsonine importante, et un sous-produit de C3B qu'on appelle IC3B joue également un rôle d'opsonine, et les cellules phagocytaires possèdent des récepteurs qui vont reconnaître ces fragments de complément qui, il faut bien comprendre, se fixent de façon irréversible sur les pathogènes et vont ainsi faciliter leur phagocytose par les cellules phagocytaires qui possèdent les récepteurs CR1 et CR3. Alors, quelques mots sur le processus de phagocytose en lui-même. Là aussi, j'ai résumé pas mal par rapport à ce qui est dans le diaporama original. Bon, c'est un processus qui est évidemment très très important pour lutter contre les microbes, mais il l'est également pour éliminer toute une série de choses qui sont non microbiennes, notamment des débris cellulaires. Et une des grandes hypothèses pour expliquer certaines maladies auto-immunes, c'est qu'en fait, l'élimination des cellules sénescentes ne se fait pas de façon assez efficace, et ça permet une sorte de péché originel en reconnaissant des structures qui normalement n'auraient pas dû être vues par le système immunitaire, comme notamment des débris de noyaux. Et il est clair que l'efficacité de la phagocytose est un bon moyen de se protéger de ces maladies auto-immunes.
faut bien comprendre aussi que la phagocytose joue surtout un rôle antimicrobien, mais que certains microbes, c'est dans l'éternelle compétition entre les pathogènes et leurs hôtes. Certains microbes ont trouvé le moyen de se faire phagocyter sans être tués et d'être ainsi protégés à l'intérieur de la cellule macrophagique, par exemple, avec une sorte de concept proche du cheval de Troie, pourrait-on dire. La phagocytose et les processus de destruction microbienne qui s'ensuivent sont des phénomènes qui nécessitent des synthèses de membranes, des modifications du cytosquelette, de la production d'espèces réactives de l'oxygène, on va y venir. Tout ça est extrêmement consommateur d'énergie et dans toute une série de processus métaboliques. Une des modes dans l'immunologie, c'est l'immunométabolisme. Très longtemps, on a ignoré les liens extrêmement étroits entre le métabolisme et la fonction du système immunitaire. Dans toute une série de maladies dans lesquelles le métabolisme est compromis, une des premières fonctions du système immunitaire qui s'en ressent, c'est précisément la phagocytose. Alors on parle par exemple de la malnutrition, mais aussi le diabète, toute une série de situations dans lesquelles l'énergie ne peut pas être facilement disponible pour les cellules. Alors voici je reviens sur mon histoire du cheval de Troie. Ça, c'est un exemple de pathogènes qui ont trouvé le moyen d'être phagocytés, mais non détruites. Et probablement que la plus importante à retenir, parce qu'elle fonctionne emblématiquement sur ce mode-là, c'est la mycobactérie de la tuberculose. Et c'est vraiment très très important parce qu'on y reviendra abondamment. Pour permettre aux macrophages de déclencher les systèmes qui vont permettre l'élimination définitive de la mycobactérie, une activation par des cellules de l'immunité adaptative sera indispensable. Et donc, c'est plutôt dans des maladies touchant le système immunitaire adaptatif, comme le sida par exemple, que la tuberculose va flamber, alors que la cellule qui devrait se défendre appartient à l'immunité naturelle, le macrophage. Alors justement, de quels mécanismes parlons-nous, Ces mécanismes qui normalement doivent permettre l'élimination d'une bactérie phagocytée, on appelle ça la microbicidie. Retenez qu'il y a deux grands types de microbicidie. Une microbicidie qui repose sur des choses que nous avons déjà vues dans ce cours-ci, c'est-à-dire des substances qui ont une activité antimicrobienne, des enzymes notamment, comme le lysozyme par exemple, ou des collagénases, des choses comme ça, mais également un autre type de microbicidie lié à la production d'espèces réactives de l'oxygène que les agents infectieux n'apprécient pas et qui vont permettre une destruction chimique en quelque sorte du micro-organisme phagocyté. Alors là aussi, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie, qui va demander une activation de la chaîne respiratoire pour produire ces espèces réactives de l'oxygène par définition, et la consommation d'oxygène par la cellule va brusquement augmenter, et on a d'ailleurs donné ce nom de explosion respiratoire quand on stimule par exemple des polynucléaires ou des macrophages et qu'on déclenche cette microbicidie oxydative, respiratory burst. Alors voici les différentes enzymes qui interviennent dans cette microbicidie oxydative. On n'ira pas dans les détails, mais vous avez ici toutes ces espèces réactives de l'oxygène qui ont un rôle antimicrobien bien connu. Par exemple, H2O2, c'est l'eau oxygénée, vous le savez. OH, comme par exemple l'eau oxygénée, l'anion superoxyde que vous avez ici, ou bien le peroxyde d'hydrogène, ou d'autres espèces réactives qui dérivent du chlore. Alors une enzyme très importante dans la génération de ces espèces réactives, et notamment
le peroxyde d'hydrogène, c'est la NADPH oxydase. Et comme vous le verrez dans le cours de pathologie, euh, certaines mutations liées à l'X d'une des sous-unités de la NADPH oxydase sont associées à une incapacité des cellules phagocytaires à fabriquer ces espèces réactives de l'oxygène, avec des conséquences dramatiques pour les patients qui en souffrent. La myéloperoxydase est également une enzyme importante et va notamment intervenir dans la production d'oxydants chlorés, l'équivalent de ce qu'on trouve par exemple dans l'eau de Javel. Là aussi, des déficits génétiques de myéloperoxydase ont été décrits. Alors, ce qui est important de savoir également, c'est que les polynucléaires neutrophiles ont une microbicidie oxydative qui fonctionne presque par défaut, ce qui est compatible d'ailleurs avec leur durée de vie courte, n'est-ce pas? Mais par contre, dans les macrophages, c'est un phénomène qui doit être activé par les lymphocytes T, et notamment l'interféron gamma des lymphocytes T joue un grand rôle dans cette activation. La microbicidie non oxydative, nous en avons parlé plus haut, ce sont les enzymes et les différents peptides antimicrobiens que l'on peut également retrouver sous forme soluble dans les sécrétions, etc. Il existe un troisième mode de microbicidie des polynucléaires neutrophiles. C'est ce qu'on appelle les NET. C'est un phénomène important que je vous demande de retenir, car lui aussi peut intervenir en pathologie, notamment dans la genèse de certaines maladies auto-immunes. L'activation des polynucléaires neutrophiles peut aboutir à une sorte de suicide du polynucléaire neutrophile, mais qui, en se suicidant, va lancer des filets de DNA et d'histones qui ont un rôle antimicrobien et donc qui vont contribuer à accrocher les pathogènes. Donc vous avez ici cette représentation de bactéries qui sont prises dans les filets de DNA et d'histones. L'histone est une très vieille molécule qui a des propriétés antimicrobiennes et c'est une des façons également d'augmenter la réponse anti-infectieuse des polynucléaires neutrophiles. Le problème, donc le terme NET, qui veut dire filet en anglais, mais qui est également l'acronyme pour des pièges extracellulaires des neutrophiles. Le problème des NET, c'est que ils vont exposer au système immunitaire des morceaux d'acide nucléique de nos cellules, avec là aussi le risque de péché originel que j'évoquais tout à l'heure, et certains modèles de lupus notamment postulent que l'élimination trop lente des NET chez certaines personnes puisse les prédisposer au développement d'une auto-immunité dirigée contre les acides nucléiques. Les NET, c'est une sorte d'exocytose. L'exocytose des morceaux de noyaux, d'histones, d'acides nucléiques, etc. Il y a des phénomènes d'exocytose qui ne sont pas nécessairement associés au suicide de la cellule. C'est une situation qui va se produire notamment quand le pathogène à phagocyter est trop gros pour être phagocyté et va nécessiter l'exocytose des différents produits antimicrobiens dont nous avons parlé. Alors on peut trouver de l'exocytose au niveau des polynucléaires neutrophiles, mais c'est réellement le mode antimicrobien spécialisé que l'on va trouver dans d'autres types de polynucléaires, notamment comme les éosinophiles et les basophiles. Et là, on retombe sur le rôle des éosinophiles dans la réponse contre les parasites, contre les helminths, qui par définition sont des structures trop grosses pour être phagocytées, et où le polynucléaire éosinophile va dégranuler et va libérer dans son environnement immédiat toute une série de substances, dont des substances qui ont une activité parasitaire. Alors dans l'image qui est représentée ici, le déclenchement de cette exocytose va passer
par la reconnaissance d'un anticorps, donc c'est un petit peu l'équivalent en quelque sorte de l'opsonisation, sauf qu'ici c'est une exocytose qui est facilitée par un anticorps. Et notamment, là aussi c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans les cours de pathologie, les anticorps, la classe d'anticorps qui joue un rôle important dans la lutte contre les helminthes, ce sont les IgE. Et donc, vous l'avez compris, le récepteur de l'éosinophile qui va reconnaître la partie constante des IgE, on va lui donner le nom de Fc epsilon R. Alors, là aussi, nous avons affaire à un concept qu'on appelle ADCC, c'est-à-dire une cytotoxicité qui dépend d'un anticorps, puisque c'est par le fait même que la cellule à tuer est recouverte d'un anticorps qu'elle a pu déclencher la libération de granules cytotoxiques. Donc ça peut se rencontrer exactement comme on vient de le voir avec des éosinophiles et des IgE, mais c'est également un mode qui est parfois utilisé par d'autres types cellulaires avec d'autres classes d'anticorps pour détruire des cellules cibles, et donc on appelle ça ADCC. Donc je répète, qu'est-ce que l'ADCC? C'est la destruction d'une cellule, que ce soit une cellule microbienne ou dans certains cas une cellule de l'hôte, vous le verrez dans le cours sur l'auto-immunité, par une cellule de l'immunité naturelle qui va dégranuler des substances cytotoxiques en réponse à la reconnaissance d'un anticorps, de la partie Fc d'un anticorps qui recouvre la cellule cible en question. Alors ce n'est donc pas l'apanage d'un seul type cellulaire, mais de nombreux types cellulaires peuvent exercer cette fonction d'ADCC, bien que, comme on l'a vu, c'est un des modes principalement utilisés par les éosinophiles pour lutter contre les helminthes. On termine ce cours par un autre mode de cytotoxicité à médiation cellulaire. Donc, qu'est-ce que veut dire cytotoxicité à médiation cellulaire? Donc, c'est la destruction d'une cellule cible par une cellule tueuse qui va passer par des mécanismes distincts de ce qu'on vient de voir. Donc, il est clair que dans l'ADCC, on a besoin d'un anticorps d'une part, et d'autre part, les produits qui vont être libérés, ce sont des produits qui sont divers et qui vont provoquer des altérations diverses au niveau de la cellule cible, avec une grande variété de substances cytotoxiques utilisées qui vont nécessiter, qui vont diffuser relativement loin dans le milieu extracellulaire. Ici, on parle d'un phénomène très spécifique dans lequel la cellule tueuse et la cellule cible vont entrer en contact extrêmement étroit, et c'est dans la synapse en quelque sorte, constituée par la cellule cible et la cellule tueuse, que vont se déverser deux substances très spécifiques à ce phénomène qui vont aboutir à la mort de la cellule cible. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce schéma que je viens d'aborder, on le retrouve exercé à la fois par des cellules tueuses de l'immunité naturelle, qu'on appelle des natural killers, par définition, mais on la retrouve aussi au niveau des cellules tueuses de l'immunité adaptative, dont j'ai parlé dans le cours d'introduction, qui sont les lymphocytes T cytotoxiques qui portent le plus souvent la molécule CD8. Donc, le mode de reconnaissance sera différent dans un cas comme dans l'autre, puisque les cellules de l'immunité adaptative reconnaissent des antigènes, ce qui n'est pas le cas des cellules tueuses naturelles. On va y venir dans quelques minutes. Mais par contre, toute la mécanique de la destruction de la cellule cible, elle, est exactement la même. Alors, quelle est-elle? Eh bien, c'est d'une part la libération de substances appelées perforines, qui vont former des trous dans la membrane de la cellule cible. Alors évidemment, ces trous par eux-mêmes pourraient suffire à nuire au gradient osmotique et aboutir à la destruction, mais ce n'est pas suffisant. Ces trous vont surtout être le moyen de faire pénétrer dans la cellule cible des enzymes qui vont déclencher l'apoptose. Des sérines protéases, aussi appelées granzymes,
qui vont déclencher l'apoptose et la mort de la cellule cible. Désolé, je n'ai pas compris. Que voulez-vous? Alors, Je n'ai pas compris. Pourriez-vous essayer à nouveau? voici une autre représentation de ces perforines et du passage de ces granzymes. Donc, granzymes, c'est pour Granule Associated Enzymes, à l'intérieur de la cellule cible qui rapidement va déclencher une apoptose et en mourir. Il y a un troisième moyen d'induire la mort cellulaire lors de cette interaction entre la cellule cible et la cellule tueuse, c'est via le récepteur de mort qui est le récepteur FAS, par le fait que les cellules tueuses possèdent le ligand de FAS qui va induire en synergie avec les granzymes la mort cellulaire programmée. Alors très très important, et ça va d'ailleurs illustrer, nous allons d'ailleurs lors du cours de mardi, cours interactif, on va présenter un article extrêmement récent et extrêmement important sur le Covid qui aborde ce concept. Donc il y a deux grands types de cellules tueuses qui utilisent cette façon de procéder. Les lymphocytes T cytotoxiques d'une part et les cellules natural killer d'autre part. Alors ce qui est très différent, vous avez ici lors d'une infection virale la cinétique d'apparition des lymphocytes T cytotoxiques d'une part et des cellules natural killer de l'autre. Alors à votre avis, pourquoi la réponse des lymphocytes T est-elle tardive? Eh bien parce qu'on part d'une fréquence de cellules répondeuses relativement faible et qu'il faut évidemment que la cellule spécifique de l'antigène du virus ait atteint un nombre suffisant pour que la réponse soit présente. Les NK ne fonctionnent pas comme ça puisque une même cellule NK peut reconnaître des cellules infectées par des milliers de virus différents. Donc par définition, les NK sont toujours prêtes, leur nombre ne varie pas tellement et elles vont réagir beaucoup plus vite dans une infection virale que les lymphocytes T cytotoxiques. Elles nécessitent néanmoins une certaine activation, bien qu'elles soient là numériquement, elles nécessitent une certaine maturation rapide de leur capacité à tuer et c'est une cytokine de l'immunité naturelle qui joue un grand rôle dans l'immunité naturelle qui va permettre l'activation des cellules natural killer et ce sont des cytokines, c'est une famille de cytokines appelées interférons de type 1. Il y en a plusieurs, mais parlons ici simplement d'interférons alpha et d'interférons bêta. C'est grâce à ces deux cytokines qui vont être libérées par qui, à votre avis? Bien par toute cellule infectée. On avait commencé le cours par ça, en disant que toute cellule a la capacité de percevoir la présence d'un micro-organisme et de déclencher l'alerte. Eh bien, c'est notamment en produisant ces interférons en cas d'infection virale que l'alerte est donnée. Alors, une des grandes questions, et on termine vraiment par ça, c'est de savoir comment les cellules natural killer, bon, vous avez ici l'explication selon laquelle les cellules NK, donc ces cellules tueuses naturelles, aussi appelées cellules NK, sont, pourrait-on dire, toujours prêtes. Il n'y a pas besoin d'une amplification clonale comme c'est le cas avec les lymphocytes T cytotoxiques, puisqu'elles ne reconnaissent pas d'antigène viral en particulier. Elles ne doivent pas non plus se différencier d'une façon longue. Simplement, elles doivent être activées pour être prêtes à tuer, et c'est les interférons de type 1 qui exercent ce travail. Je répète, les mécanismes lytiques sont les mêmes et impliquent les perforines et les granzymes, comme dans le cas des lymphocytes T cytotoxiques. Alors ce sont des cellules lymphoïdes, ce pas des cellules myéloïdes, mais elles sont dépourvues de TCR et ne sont donc certainement pas des lymphocytes T. Alors évidemment, on peut se demander quel type de cellule va être détruit par ces cellules natural killer et par quel mécanisme, quel est le mécanisme de discrimination. Alors, les cellules natural killer tuent directement certains micro-organismes, notamment des cellules parasitaires.
mais elles vont surtout tuer des cellules du soi, donc nos propres cellules, pour autant que celles-ci soient altérées euh, par une infection ou un processus tumoral. La question évidemment se reporte ici, c'est de savoir comment une cellule natural killer qui ne possède pas de récepteur pour un antigène est capable de distinguer une cellule infectée d'une cellule qui ne l'est pas, ou une cellule tumorale d'une cellule qui ne l'est pas. Alors le concept des des PAM plutôt, j'anticipe, s'applique ici. C'est le fait que les cellules infectées par les virus ou les cellules tumorales sont des cellules en souffrance qui vont exprimer à leur surface des types de molécules que n'expriment que les cellules en souffrance, et les cellules natural killer peuvent reconnaître cela. Mais indiscutablement, cela ne suffit pas. Il y a un stimulus qui est beaucoup plus déterminant dans la décision de tuer par les cellules natural killer. Et ce signal, c'est en fait l'absence de quelque chose. Ce n'est pas la présence d'une molécule en particulier, d'un ligand en particulier, c'est l'absence de quelque chose qui est normalement présent sur toutes les cellules qui va déclencher l'activité cytotoxique des cellules natural killer. Et ce quelque chose, ce sont les molécules du CMH de classe 1. Donc il faut savoir que toutes les cellules nucléées de l'organisme expriment des molécules CMH de classe 1. Ces molécules de CMH de classe 1 jouent un grand rôle dans la présentation des peptides aux lymphocytes T cytotoxiques et précisément dans toute une série de processus pathologiques comme la cancérogenèse ou l'infection par un virus, l'expression de la molécule CMH de classe 1 va être perdue. C'est ce qui est représenté par exemple sur cette cellule-ci, une cellule anormale qui n'a plus de molécule CMH de classe 1. La conséquence sera une lyse par la cellule natural killer. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien parce que les cellules natural killer possèdent un récepteur qui reconnaît les molécules CMH de classe 1 et c'est un récepteur inhibiteur, c'est-à-dire que quand la cellule NK reconnaît via son récepteur la présence d'une molécule CMH de classe 1, cela va automatiquement générer un signal inhibiteur qui fait que la lyse ne se produit pas. Si une cellule anormale a perdu l'expression de la molécule CMH de classe 1, eh bien elle va être détruite par la cellule natural killer. Le récepteur en question s'appelle KIR, K pour killer, I pour inhibitory et R pour récepteur. On voit ici une certaine complémentarité puisque les CTL vont reconnaître les peptides présentés par les molécules du CMH de classe 1, pour autant que ce soit des peptides reconnus par le CTL en question. Si le virus veut tenter le stratagème de bloquer l'expression des molécules CMH de classe 1 pour passer inaperçu, les cellules natural killer seront toujours là pour récupérer l'affaire en quelque sorte. Ce qui est exprimé ici. En conclusion donc, l'immunité naturelle a trois propriétés importantes qu'il est important de retenir. D'une part, c'est la première ligne de défense contre les agents infectieux. D'autre part, elle est essentielle à l'élaboration des réponses de l'immunité adaptative. Et troisièmement, c'est une immunité qui est précieuse, fondamentale et garante de la bonne santé quand elle fonctionne en tâche de fond, je dirais, localement, mais qui, quand elle est débordée, l'exemple par exemple d'une bactérie qui passe dans le sang, peut donner des effets inflammatoires majeurs qui sont délétères chez le patient. Vous avez peut-être entendu parler de l'orage cytokinique associé au Covid. Eh bien, c'est le reflet d'une immunité naturelle qui est débordée et qui se déclenche de façon intempestive en provoquant peut-être plus de mal que de bien. Je vous remercie.